Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. 19h21 sur Sud Radio, bonsoir à tous, on roule ensemble comme chaque jeudi soir avec Mobility TV jusqu'à 20h. Nous allons débattre autour de la voiture et de la mobilité ce soir. Évidemment, la fin des voitures thermiques en 2035. Voilà. C'est fini. D'ici une douzaine d'années, coup de tonnerre pour la filière malgré les résistances de l'industrie automobile. Le Parlement européen a finalement conclu un accord. À partir de 2035 donc, la vente de véhicules neufs thermiques sera interdite. Objectif, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La fin de la voiture thermique en 2035. On en parle jusqu'à 20h avec nos invités, nos experts. Ce soir, Claude Cham qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, président d'honneur de la FIEV. Xavier Oran qui est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Délégué général de Mobiliance, et puis Marc Mortureux, directeur de la PFA de la plateforme automobile. Bonsoir. Sans oublier Flavien Neuvy qui est avec nous, économiste, directeur de l'Observatoire CTLM. Bonsoir Flavien. Bonsoir. Alors, pour commencer, j'aimerais avoir une première réaction de nos invités. Tiens, on va commencer avec vous, Claude Cham, sur donc cette décision, ce vote qui a eu lieu au Parlement européen. Claude Cham. Écoutez, je ne vais pas vous dire que j'étais surpris. Oui, non. Parce que les rumeurs que nous avions déjà depuis quelques jours me laissaient penser que ça serait dans ce sens-là. Maintenant, ce que je pense, c'est que je pense qu'il y a des gens qui aujourd'hui prennent des risques au niveau européen que personnellement, je n'aurais pas pris. Et qu'un jour ou l'autre, il faudra bien que tout le monde soit comptable des décisions prises. Nous sommes des industriels. Nous sommes comptables de la survie de nos entreprises. Et je pense qu'il y a dans cette décision un certain nombre de personnes qui n'ont pas mesuré le risque qu'ils font courir à l'Europe, alors que que je sache, les Américains ne s'imposent pas ces règles, que les Chinois ne s'imposent pas ces règles, alors que ce sont les marchés qui polluent le plus, à ma connaissance, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et on n'a pas entendu les industriels. Marc Mortureux. Alors, d'abord, assez clairement, la filière automobile est totalement convaincue que le passage à l'électrique est en soi incontournable pour aller vers la neutralité carbone. On n'a pas de débat là-dessus, et d'ailleurs, on a beaucoup investi déjà sur le sujet. Il faut quand même savoir qu'on va atteindre en fin d'année plus d'1 million de véhicules électriques en circulation en France, 100% électriques ou hybrides rechargeables. On est un peu en avance même par rapport à nos engagements. On va les accélérer, il n'y a aucun doute, on a des objectifs à 2030, qui sont d'ailleurs fixés dans cette réglementation, mais qu'on accepte parce que on doit répondre à cet objectif de baisse de CO2. On va globalement diviser par plus que 2 les émissions de CO2 en 8 ans, c'est-à-dire plus de 2 fois plus que dans les 30 dernières années. Donc ça s'accélère énormément. Donc ça, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Par contre, en faire la solution unique, alors qu'on a encore il n'y a pas longtemps, dénoncer le fait qu'on était dans du tout diesel, que cette solution unique du tout diesel, c'était pas bon, et hop, on repart dans une solution unique du tout électrique, là, ça nous pose effectivement question, parce qu'il y a toute une série de conditions à réunir pour pouvoir le faire, et qu'aujourd'hui, on a énormément d'interrogations, que ça soit sur le coût des véhicules électriques, qui ne sont pas accessibles à tout le monde, loin de là. Et malheureusement, ce qui se passe en ce moment ne permet pas de réduire aussi rapidement qu'on le souhaiterait le prix des véhicules électriques, que ça soit le problème des infrastructures de recharge. C'est bien de proposer que des véhicules électriques, mais encore faut-il donner aux consommateurs les moyens de les utiliser en fonction des différents types d'usages. Et puis on y reviendra. Mais c'est vrai que sur le plan industriel, on rentre dans une technologie et des chaînes de valeur qui sont maîtrisées depuis plus de 10 ans par les Chinois. On veut accélérer à toute allure sur cette technologie unique en se fermant toute piste d'innovation, alors que le tout électrique, c'est une très bonne solution, encore une fois, mais c'est pas la panacée. En fonction des usages, on est convaincu qu'il y a d'autres solutions largement aussi efficaces sur le plan environnemental. Et ce qu'on regrette beaucoup, c'est que la réglementation européenne, elle s'intéresse qu'à un tout petit bout des émissions de CO2. C'est uniquement les émissions à la sortie du pot d'échappement. Or, le vrai sujet, puisque c'est un problème global, le CO2, c'est l'ensemble des émissions, et notamment au niveau du parc. Et plus on met des contraintes fortes sur les véhicules neufs, plus on ralentit le renouvellement du parc. Donc il y a un vrai sujet aussi d'efficacité environnementale. Et alors, les industriels avaient pour argument de dire que des éventuelles innovations, il y en a eu ces dernières années, pourraient permettre de tenir les objectifs climatiques avec des voitures thermiques. Argument qui n'a pas été entendu. Xavier Oran, vous le pensez aussi ? Bien entendu. Oui. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit à la fois par Claude Cham et par Marc Mortureux. En réalité,
nos arguments sont connus. Il n'y a pas de surprise. Ce qui est plus surprenant, je trouve, d'abord en tant que citoyen, c'est que il me semble que la manière dont les débats ont été tenus au Parlement européen ont été davantage dominés par l'idéologie et un certain nombre de dogmes, et ont manqué d'un fondement plus scientifique, plus rationnel, objectif, en écoutant réellement l'ensemble des parties prenantes. Et de prendre suffisamment de recul pour éviter de plonger notre continent européen et la France dans une forme, quelque part, de fuite en avant, avec des conséquences qui ont été mal évaluées et qui dépassent largement, me semble-t-il, la filière automobile. En quoi ? Le sujet, comme l'a parfaitement dit Marc à l'instant, n'est pas de retarder la transition écologique. L'enjeu, c'est de réussir cette transition écologique et de réunir toutes les conditions. Marc en a rappelé un certain nombre, Claude également, pour relever ce défi de société qui est tout à fait majeur. Nous pensons, et je pense encore une fois en tant que citoyen, que tout est une question de rythme, d'allure et d'acceptabilité sur le plan social d'abord, ne pas oublier les clients, et sur le plan de la soutenabilité économique. Et sur ces deux points-là, je pense que les conditions n'ont pas été réunies et que nous préparons à des désillusions qui risquent d'être cruelles. Alors, on va y revenir dans quelques instants dans la deuxième partie. Tiens, j'aimerais avoir la réaction dans quelques minutes de Flavien Neuvy qui est avec nous, directeur de l'Observatoire CTLM. Restez avec nous, on va revenir dans quelques minutes. Les vraies voix qui font rouler la France, la révolution électrique est en marche. Les eurodéputés ont donc voté l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves à partir de 2035. On continue évidemment d'en parler jusqu'à 20h avec Claude Cham, Xavier Orin, Marc Mortureux, Flavien Neuvy. Mais dans l'immédiat, je vous propose de jouer avec nous. Sud Radio vous offre 2 places VIP pour le circuit de Nogaro, plus particulièrement le Grand Prix Camion qui se déroulera les 18 et 19 juin. Voilà, c'est un week-end pour vous. 2 places VIP pour 2 jours. 0826 300 300. Le 15e appel repart avec ces 2 places VIP. Bonne chance et à tout de suite sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Les vraies voix qui font rouler la France, l'automobile et la mobilité. On en débat jusqu'à 20h ce soir. On débat ensemble autour de l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en 2035. Les vraies voix qui font rouler la France avec Claude Cham ce soir, président d'honneur de la FIEV, Xavier Oran, délégué général de Mobiliance, Marc Mortureux qui est avec nous, directeur de la plateforme automobile, et Flavien Neuvy, économiste, directeur de l'Observatoire CTLM. Alors, il va y avoir des conséquences évidemment à cette décision. Tiens, on va faire un petit point sur tout ce qui est bande de recharge. Tiens, accélérer le déploiement des bandes de recharge. Évidemment, il va falloir le faire. Flavien Neuvy, est-ce que c'est réalisable ? 2035, c'est demain, c'est dans une douzaine d'années. Réalisable, l'interdiction des voitures thermiques va s'imposer aux constructeurs. Les constructeurs vont s'adapter. À la place de mettre des moteurs, ils mettront des batteries. Il y a beaucoup de questions autour de ce choix politique qui interpelle sur le plan évidemment économique, avec des emplois qui sont menacés, notamment chez les équipementiers qui évidemment sont spécialisés sur la fabrique des pièces pour les moteurs, mais pas seulement. Il y a aussi des interrogations effectivement sur le fait qu'en faisant cela, évidemment, on facilite le travail, si je puis dire, des constructeurs chinois qui sont très bien positionnés sur les voitures électriques parce qu'ils ont 20 ans d'avance. Donc on ouvre en grand, si vous voulez, les portes du marché européen pour les constructeurs chinois. Le moteur thermique, c'était un peu une barrière à l'entrée en quelque sorte pour eux, pour respecter les normes, c'était très compliqué. Mais là, c'est les champions de la batterie électrique. Donc, est-ce qu'on sera capable de proposer des voitures électriques à prix raisonnable ou acceptable pour les automobilistes ? C'est une vraie question. Rien ne dit que ce pari sera remporté quand on voit que les cours du nickel s'envolent, le lithium. Enfin, je veux dire, c'est pas un pari gagné d'avance. Et donc, ça pose beaucoup de questions autour de ce choix-là, effectivement. Et je suis pas sûr que toutes les études d'impact aient été faites pour savoir concrètement quelles seront les conséquences à long terme de ce choix politique. Oui, conséquences, je veux dire, écologiques ou... Alors, sur l'écologie... Oui, est-ce que ce sera vraiment efficace ? Est-ce que ce sera vraiment efficace ?
Écoutez, quand on fait le bilan carbone sur le cycle de vie de la voiture électrique, effectivement, il est meilleur que la voiture thermique. Mais ça dépend des pays parce que, évidemment, il faut prendre en compte aussi la façon dont l'électricité est produite. L'électricité est beaucoup plus carbonée que l'électricité française, et je ne vous parle même pas de la Pologne. Donc voilà, après, les batteries électriques, il faut aller chercher du cobalt en Afrique centrale. C'est pas neutre sur le plan environnemental. Alors c'est sûr, c'est loin de chez nous, mais c'est pas neutre sur le plan environnemental. Et puis, aussi. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Et c'est vrai qu'on a le sentiment comme ça de grands coups de volant, si je puis dire. On passe du tout diesel au tout électrique dans un laps de temps très court. Et ça pose des problèmes quand même pour l'ensemble de la filière. Et je ne parle même pas des emplois qui, eux, ne sont pas délocalisables. Alors, on va y revenir. Juste sur l'impact écologique, Claude Cham, vous vouliez réagir ? Oui, moi, écoutez, je ne suis pas là pour défendre et être passéiste. On l'a dit, 2050, neutralité carbone, ok. Mais il y a des données scientifiques, techniques, industrielles qui sont prouvées. Aujourd'hui, quand on prend le cycle de vie d'une voiture du gravier à la tombe et qu'on regarde ce qu'une voiture électrique va apporter de plus par rapport à d'autres solutions, il faut déjà qu'elle ait parcouru un certain nombre de kilomètres. Et puis quand on vous dit que l'on va les fabriquer avec des centrales électriques qui sont carbonées, parce que je sache, l'Allemagne a des centrales électriques carbonées, la Chine installe encore des usines de production électrique carbonées, et que on sent bien quelque part que les Chinois, étant le premier marché du monde de la voiture électrique, les détenteurs de terres rares, ayant une grande expérience, comme ça vient d'être fortement dit, si demain matin ils nous exportent, et qu'ils ont la plus grande réserve de croissance sur leur marché domestique, ils vont pouvoir nous envoyer des voitures à bas coût, au coût marginal, et donc nous aurons des voitures électriques en Europe qui seront fabriquées dans un pays carboné. Oui. Je pense que on pourrait quand même se poser quelques questions. Xavier Oran. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a une question d'équilibre dans tout ça. Vous posiez la question entre le thermique et l'électrique. On a en plus l'expérience du diesel où il y a eu certainement, à un moment donné, dans les politiques publiques ou dans les politiques industrielles, une forme d'excès. Et nous répétons cet excès en le maximisant. C'est-à-dire que Marc l'indiquait tout à l'heure, de facto, les objectifs tels qu'ils sont imposés à l'horizon 2035 imposent comme solution unique l'électrique, avec les conséquences dont vient d'indiquer à la fois Claude et Flavien, qui n'ont pas été totalement prises en compte. Donc c'est extraordinairement perturbant de voir la manière dont le débat démocratique s'est noué et la manière dont les décisions publiques seront prises, parce que pour l'instant, ce n'est pas à proprement parler une décision. Le Parlement européen a rendu un avis. Dans les prochaines semaines, il y a ce qu'on appelle techniquement un trilogue qui va se mettre en place, mais évidemment, je ne me fais aucune illusion, en tout cas à ce stade, sur l'issue finale des décisions qui seront prises, mais il est permis de douter très sérieusement des effets à long terme, encore une fois, sur la collectivité nationale et sur la compétitivité du continent européen. Le verrou technologique du véhicule thermique a effectivement sauté. On n'a pas souhaité voir sur un plan scientifique dans quelle mesure la complémentarité entre les différentes solutions technologiques pouvait s'opérer dans de bonnes conditions pour justement viser et atteindre l'objectif de la préservation du climat et de la préservation de la santé. Donc je crains fort que nous nous trouvions tous dans une impasse économique, sociale et environnementale, et comme je l'indiquais tout à l'heure, que ça soit la désillusion qui soit davantage au rendez-vous, avec une disparition d'emplois à la clé qui va être malheureusement, probablement significative, à la fois sur le plan industriel, mais aussi sur le commerce et les services dont on ne parle pas assez. Ouais. C'est un impact global à tous les échelons de la filière, en France, comme dans le reste de l'Europe, avec des positions des pays dits constructeurs qui ne sont pas tout à fait sur la même ligne de départ quand on met dans la réflexion l'état des finances publiques en particulier, et donc de notre capacité à s'équiper rapidement en bornes de recharge. Alors Marc Mortureux, on va revenir sur les bornes de recharge dans quelques instants. Vous attendiez à ce que l'hybride, par exemple, soit mis de côté ? Voilà, c'est typiquement un bon exemple pour illustrer pourquoi on considère que garder un peu de diversité peut avoir du sens. L'électrique à batterie, très bien pour plein d'usages. Franchement, en plus, une très bonne rentabilité en termes d'efficacité énergétique.
Pour certains types d'usages, objectivement, utiliser des hybrides rechargeables dont les générations nouvelles permettent des autonomies suffisantes pour assurer le trajet du quotidien intégralement en électrique. Sachant qu'en plus, pour un particulier, recharger en électrique, c'est moins cher. Donc de toute façon, ça vaut la peine. Mais d'avoir la possibilité, pour quelques trajets dans l'année plus longs, d'utiliser le thermique, pourquoi c'est un avantage ? Tout simplement parce que la batterie qu'on va mettre sur le véhicule est beaucoup plus modeste que pour un véhicule 100% électrique. Or, la batterie, c'est une part gigantesque de l'empreinte carbone du véhicule. Donc voilà, un peu de diversité. Le mythe de la solution unique qui est parfaite, qui répond à tous les besoins. Les usages sont extrêmement variés. Donc on aura l'électrique à batterie, on aura l'hydrogène, mais l'hydrogène, c'est surtout pour des usages très intensifs et des véhicules lourds. Et donc de garder un peu de diversité pour certains types d'usages. Et nous-mêmes, on était partants pour prendre des mesures assez strictes pour éviter tout avantage. Par exemple, en termes de fiscalité, aujourd'hui, il y a des avantages pour les véhicules d'entreprise qui sont des hybrides rechargeables. Aujourd'hui, on a une traçabilité complète de l'utilisation de ces véhicules. Que cet avantage ne soit accordé qu'aux véhicules qui, effectivement, utilisent la pertinence de l'électrique et du thermique, nous va très bien. On est là pour réduire les émissions CO2 et de l'ensemble du parc. C'est ça qu'on veut. Claude Cham, vous ne pensez pas que ça met quand même en lumière ces politiques qui sont un petit peu déconnectées des réalités, qui font souvent les choses à l'envers? C'est plutôt de se dire combien de temps ça peut prendre et on va fixer une date. Ils ont fixé une date et après on voit comment on fait. C'est l'inverse qu'il aurait fallu faire. C'est l'inverse qu'il aurait fallu faire. Et puis en plus, ça donne le sentiment de culpabiliser ou de mettre à l'index une industrie qui démontre sa volonté de faire. Même si nous ne le voulions pas, nous sommes obligés, constructeurs automobiles, équipementiers, toute la filière, à aller vers ces solutions de décarbonation du transport. Pourquoi ? Parce que le premier marché du monde, qui est le marché chinois, a pris une décision autoritaire du gouvernement de dire ça ne sera que dans cette évolution-là. Est-ce que vous pensez que les industriels, si nous sommes des industriels capitalistes qui n'ont qu'une vision de faire leur profit, nous allons nous passer du premier marché du monde qui représente rien qu'à lui tout seul 26 millions de voitures, alors que le taux d'équipement des Chinois aujourd'hui est à 118 véhicules pour 1000 habitants, que les Américains sont à 850 et que nous en Europe on est entre 550 et 650. La logique est pour nous industriels que nous voulons aller vers cette décarbonation. Mais comme ça vient d'être si justement dit par Marc Mortureux, quand on analyse comment traiter les problèmes de mobilité de demain pour les décarboner, la solution du centre-ville n'est pas celle du périurbain. La solution de rural n'est pas la même. La solution pour partir en vacances avec toute sa famille n'a pas le même besoin que lorsqu'on va au travail. Or, la voiture, c'est quand même principalement aujourd'hui le moyen qui est utilisé à 70%. Pourquoi faire ? Pour aller au travail. Donc après, il y a un deuxième phénomène sur lequel moi je dis, faisons attention, il y a d'autres solutions avec des biocarburants, avec l'hydrogène, etc., mais qui est le degré d'acceptabilité du coût de fabrication de ce nouveau véhicule. Et je parle volontairement de ces nouveaux véhicules plutôt que d'une voiture. Voyez. Eh bien, aujourd'hui, on sait pertinemment que la grande majorité des citoyens, en particulier des citoyens français, ne sont pas en capacité d'acheter des véhicules qui vont coûter 45, 55, 60 000 euros et qu'il va falloir leur donner un moyen d'accéder à cette nouvelle mobilité. Et enfin, pour nous, équipementiers, tout à l'heure, vous disiez 12 ans. Ouais. C'est pas vrai. C'est demain matin pour nous. C'est aujourd'hui. Parce que nous sommes obligés d'anticiper cela et donc nous allons prendre des décisions immédiates. Une fois qu'on aura pris ces décisions, et si, au fil du temps, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait la solution unique, c'est pour ça que nous plaisons sur une multiplicité de solutions, que cette solution unique n'a pas que des avantages, comment on fera machine arrière quand on n'aura plus les compétences ? Donc je trouve que se priver de la diversité de solutions qui sont devant nous, c'est faire preuve d'un dogmatisme que je ne comprends pas et que je condamne. Avant de marquer une courte pause, tiens, Xavier Oran, juste un petit mot. Est-ce qu'il sera possible, donc, est-ce qu'il va falloir construire et créer des millions, sur le continent européen, des millions de bandes de recharge ?
Est-ce que ça va être réalisable donc d'ici demain, puisque c'est demain? Et est-ce qu'on aura assez d'électricité, Xavier Oran? Alors, ce sont des questions sur lesquelles mes chers confrères pourront évidemment compléter, mais la réponse est déjà fait l'objet d'un certain nombre de doutes qui ont été évidemment exposés. Le fait même qu'il y ait un doute sur des sujets aussi fondamentaux que les 2 points que vous venez de citer aurait dû inciter, encourager les pouvoirs publics, là encore, qu'ils soient nationaux ou européens, à faire montre d'un certain recul ou équilibre dans les différentes solutions technologiques qui sont à l'œuvre, et puis de stimuler cette innovation. Pour répondre à votre question, notamment sur les bornes de recharge, sous le contrôle de mes confrères, il faudrait à l'horizon 2030, par rapport aux objectifs qui ont été fixés, à minima 7 millions de bornes en Europe et 1 million de bornes en France. Nous sommes aujourd'hui en France à 60 000 bornes. Donc vous voyez le fossé qu'il y a et le questionnement qu'il y aura pour vos auditeurs entre la promesse de pouvoir relier les territoires, de pouvoir aller au travail, de pouvoir se rendre à ses loisirs, de partir en vacances, si vous n'avez pas un réseau de bornes de recharge en bon état, et puis accessoirement des bornes à recharge rapide qui puissent mailler le territoire, qui soient contrôlées, qui soient réparées, qui soient interopérables, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que encore une fois, c'est une question de rythme, c'est une question aussi de pédagogie et d'acceptation sociale. Il y a le coût de la voiture qui a considérablement augmenté, thermique et encore plus électrique. La guerre en Ukraine, hélas, a percuté toutes les hypothèses et tous les scénarios d'une parité entre le thermique et l'électrique à court terme, comme on pouvait l'espérer. Et la limite de l'acceptation sociale en termes de prix, et donc de l'accès à la mobilité, est clairement franchie. Donc je pense que pour vos auditeurs, la question qu'ils se posent tous, quelle voiture acheter? Et quelle voiture je dois acheter? Un peu comme c'est pas la même temporalité évidemment que les industriels. La question ne se pose pas forcément demain, mais la conséquence de tout cela, c'est la confusion sur le marché, l'absence de visibilité, et par conséquent, il est loin d'être certain que les ménages et les entreprises fassent le choix de renouveler leur parc et fassent au contraire plutôt le choix de prolonger leur durée de vie, ce qui fait que, inévitablement, nous allons à l'inverse des objectifs de baisse des émissions de CO2, qui étaient pourtant l'un des objectifs principaux. On va reparler justement de ça dans la troisième partie de cette émission avec l'avenir. Voilà, quel avenir pour la voiture thermique après 2035? 0826 300 300. Patrice est avec nous. Bonsoir Patrice. Oui, bonsoir. Bonsoir Patrice, vous nous appelez d'Agen. C'est ça, c'est ça. Et Patrice, donc vous avez été le 15e appel, bravo à vous, 0826 300 300, voilà. On vous offre donc les vraies voix qui font rouler la France. Mobility TV, Sud Radio vous offre 2 places VIP pour le circuit de Nogaro. Et je vous le disais donc, réservez votre 18 et 19 juin pour le Grand Prix Camion. Claude Cham, vous avez été au Grand Prix Camion? Ah oui, c'est absolument, vous avez passé un excellent moment, mon cher monsieur. C'est très impressionnant, vous verrez. On se demande comment ces grandes masses arrivent à déraper de cette façon. Et c'est exceptionnel, vous nous raconterez évidemment, mon cher Patrice. Bien sûr. Bien sûr, oui, j'en doute pas que c'est exceptionnel. Moi, je suis chauffeur routier, donc voilà. Je vous écoute, les vraies voix, tous les jours, quasiment, tous les soirs. Et je suis très content. Nous, on est ravis pour vous. C'est avec plaisir, donc, 2 places VIP pour vous et la personne de votre choix. Merci à vous. On va se retrouver dans quelques minutes. Donc, les vraies voix qui font rouler la France. Ne bougez pas. Claude Cham, Xavier Oran, Marc Mortureux et Flavien Neuvy. Les enjeux derrière la fin des voitures thermiques en 2035. On revient très vite pour la troisième partie. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobility TV jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France. À mes côtés, Claude Cham, président d'honneur de la FIEV, Xavier Oran, délégué général de Mobiliance, qui est avec nous, Marc Mortureux, directeur de la plateforme automobile, et Flavien Neuvy, économiste, directeur de l'Observatoire CTLM. Les députés européens ont donc validé la fin des voitures thermiques en 2035, la fin de la vente des voitures neuves de voitures thermiques. Plusieurs questions se posent. Tiens, déjà, comment rendre les voitures électriques moins chères, puisque on sait qu'elles sont en moyenne 50% plus chères que les thermiques en ce moment? Tiens, Claude Cham, ça va être compliqué ça en 2035. C'est un sujet effectivement sur lequel tout le monde planche, et je ne suis pas le premier à alerter sur ces problèmes de coûts supplémentaires. Ça vaudra combien une voiture électrique à peu près?
Oh bah, En moyenne. En moyenne, Évidemment, ça dépend de la voiture. Aujourd'hui, 40 à 50% plus cher qu'une voiture thermique. Ouais. Donc, suivant la catégorie, vous faites votre calcul, etc. Le président de Stellantis, M. Carlos Tavares, qu'est-ce qu'il dit? Il dit très clairement, nous, on sait fabriquer des voitures à un certain coût. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on regarde l'acceptabilité du prix d'achat qu'un marché comme le marché français est capable, on va offrir une dichotomie d'offres, c'est-à-dire on va faire des voitures électriques pour une certaine catégorie de clientèle au pouvoir d'achat relativement élevé, et par contre, pour offrir les voitures qui vont correspondre à une clientèle qui aura un pouvoir d'achat moindre, qui est l'essentiel de la clientèle quand même, eh bien aujourd'hui, nous ne sommes pas en Europe en capacité de le faire sur le territoire, compte tenu des coûts sociaux, compte tenu des impôts de production, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire la démonstration, tout le monde la connaît. Donc, conclusion, qu'est-ce qui va se passer? Regardez simplement, la Dacia Sprint, où elle est produite? Elle est produite en Chine. Donc, elle vient de Chine, cette voiture. Donc, moi, ce que je dis, c'est que nous aurons des voitures qui seront d'entrée de gamme ou dans les segments, les segments de moyenne gamme, qui vont être produits sur des territoires qui vont être extérieurs aux nôtres. Par contre, les voitures de haut de gamme seront effectivement produites sur le territoire européen. Marc Mortureux. Oui, moi je voulais rajouter en complément qu'on a souvent tendance à dire que l'écart de prix, c'est lié au fait que pour le moment, on n'a pas les volumes et qu'il n'y a pas de problème parce que quand on va développer beaucoup plus ce véhicule électrique, ça va baisser. Ouais. C'est pas complètement vrai pour le véhicule électrique. Pourquoi? Parce que une grosse part du coût, un 40% du coût, c'est la batterie. Et dans la batterie, c'est essentiellement le coût des matières premières. Et qu'est-ce qui se passe? C'est exactement l'inverse de ce que l'on pensait. C'est que plus la demande augmente rapidement, plus on a des tensions sur le coût des matières premières. Et on voit en ce moment que le prix des véhicules électriques augmente 2 fois plus vite que le prix des véhicules thermiques. Parce qu'il y a toute une série de matières, le nickel, le cobalt, le lithium. Et la guerre en Ukraine n'arrange pas les choses. Bien sûr, évidemment. Absolument. Il faudra tout juste 40 fois plus de lithium d'ici 2040 pour servir les besoins qui ont été pour l'instant identifiés. Sans aller sur les métaux rares, messieurs, rien que le cuivre. Aujourd'hui, il va y en avoir une demande extrêmement importante, est en train de flamber. Et puis, j'ajoute une chose, c'est que sur les infrastructures, on vous parle des bornes. C'est une chose, la borne. Mais il va falloir amener le courant sur les bornes. Donc, l'infrastructure entre la production et la borne va nécessiter des travaux extrêmement importants, donc un coût supplémentaire, avec là aussi un emploi de cuivre très élevé, etc. Donc, ce que je reproche dans cette affaire, c'est que je voudrais voir les études d'impact, comme on les a réclamées. Moi, il y a 2 principes que je demande. Des mesures d'impact et de respecter ce qu'on n'a pas nommé sous ce terme-là, mais qu'on connaît tous, c'est une certaine neutralité technologique plutôt que d'avoir un dogme sur une solution. Pour finir, Flavien Neuville de l'Observatoire CTLM, que vaudra une voiture thermique en 2035 ? Ça, je crois que personne ne peut répondre à cette question parce que d'abord la réglementation peut quand même encore évoluer, c'est-à-dire que si on se rend compte que effectivement les prix des voitures électriques deviennent stratosphériques, peut-être qu'à ce moment-là ça fera un peu évoluer les choses, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un autre enjeu dont on n'a pas parlé qui est industriel, c'est de savoir si on sera capable de produire les batteries sur le continent européen. Toutes les batteries sont asiatiques, c'est-à-dire qu'on fait un transfert de valeur ajoutée vers l'Asie. Le top 10 mondial de la batterie électrique, il est asiatique, 75% sont fabriqués en Chine. La Chine, elle a 20 ans d'avance. Et quand bien même on veut faire des gigafactories, quand vous regardez les projets à horizon 2030, 200 méga-usines qui sont prévues pour fabriquer des batteries, les 3/4 sont en Chine. Donc, franchement, le pari de dire on va fabriquer des batteries en Europe, il est très ambitieux, il n'est pas gagné d'avance. Il nous reste 30 secondes, Xavier Oran, le mot de la fin. Je ne sais pas combien vaudra une voiture électrique, je sais en revanche combien elle nous coûte. Elle nous coûte énormément en question de souveraineté. Flavien vient d'en parler. Elle nous coûtera en termes d'emploi. Parce que produire une voiture électrique, à condition qu'elle soit déjà produite en France, et donc de régler un certain nombre de nos problèmes de compétitivité, ça sera avec 5 fois moins d'ouvriers qu'aujourd'hui. Elle nous coûtera aussi de la valeur ajoutée, y compris dans le domaine de la distribution et de la réparation automobile. Encore une fois, sans résumer nos échanges, on touche du doigt la complexité du sujet et surtout le défaut, malheureusement criant, d'une stratégie globale
qui aurait permis et qui devrait permettre de réunir toutes les conditions propres à relever un défi aussi essentiel. Merci à vous donc Xavier Oran d'avoir été avec nous, délégué général de Mobiliance. Merci à Claude Cham, président d'honneur de la FIEV, Marc Mortureux, directeur de la plateforme automobile. Tiens, demain, le président sera là, Luc Châtel, au micro de Patrick Roger, Cécile de Ménibus dans le Grand Matin Sud Radio, aux alentours de 7h45. Merci à vous Flavien Neuvy, économiste, directeur de l'Observatoire CTLM. Dans quelques minutes maintenant, restez avec nous, le Loft Musique.